et bienvenue à cette conférence de la Swiss Community Managers Association. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole trop longtemps, mais juste vous donner quelques petites informations pratiques. Tout d'abord, vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi public qui est ouvert. Je vous encourage évidemment à live tweeter à fond cette conférence. On a installé un petit mur de tweets ici à côté de moi. Utilisez s'il vous plaît le hashtag de l'association #SCMA pour que vos tweets apparaissent sur le mur. Je vous encourage également à suivre l'association sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, et bien sûr sur notre site communitymanagers.ch. Vous avez tous les liens vers les médias sociaux qui sont disponibles sur le site. Je rappelle également que l'association est ouverte à tous, donc pas seulement aux community managers professionnels. Et pour la modique somme de 100 francs par an, vous devenez membre officiel et vous assistez gratuitement à toutes nos conférences et à nos rencontres durant l'année. Si vous avez des questions sur l'association, n'hésitez pas à venir me trouver ou à venir trouver quelqu'un de l'association après la conférence. En ce qui concerne maintenant les prochaines échéances, je vous invite à réserver les 2 dates suivantes. Tout d'abord, le mardi 24 avril, l'association aura un stand sur le salon ICOM qui prend de l'importance pour cette prochaine édition et qui aura lieu cette fois-ci à Palexpo Genève. Et pour cet événement, nous allons lancer une opération inédite puisque c'est l'association qui va se charger officiellement de live tweeter le salon et un certain nombre de conférences sur le salon. Là aussi, vous allez recevoir de plus en plus d'informations dans les jours qui viennent. Ensuite, seconde date, le lundi 30 avril, nous aurons notre prochaine grande conférence, ici même, dans cette salle, avec un superbe thème qui est celui des communautés de gamers. Alors, je ne peux pas encore vous donner la liste des intervenants, mais je peux vous dire que nous avons quelques grosses pointures qui sont au programme. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, ne manquez pas de réserver cette date. Je rappelle, le lundi 30 avril. Voilà pour les infos pratiques. J'aimerais ensuite adresser quelques remerciements. D'habitude, on garde les remerciements pour la fin, mais là, je vais inverser les choses et commencer par remercier tout d'abord toute l'équipe SCMA qui s'est vraiment démenée pour mettre cette conférence sur pied, à savoir mes deux collègues du comité, Victoria Marchand et Patrick Charrer, mais également Barbara Oudaillé, Stéphanie Auger et Sandrine Pache. Je voudrais remercier aussi notre partenaire thierryweber.com qui réalise la captation vidéo de toutes nos rencontres. And last but not least, je voudrais remercier Yann Long de la RTS, sans lequel tout ce que vous allez voir et entendre ce soir n'aurait sans doute pas été possible. Donc merci beaucoup Yann. Voilà, je vais m'arrêter là. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et nous allons tout de suite accueillir nos premiers intervenants. Tout d'abord Magali Philippe, qui est productrice éditoriale à la RTS et qui va co-présenter avec Yann Long, que je viens de nommer. Et tous les deux, ils vont nous présenter en ligne directe une émission de radio pas si traditionnelle que ça, finalement, puisqu'elle s'appuie largement sur l'utilisation des médias sociaux et également d'une application smartphone. Mais je pense qu'ils vont nous expliquer ça beaucoup mieux tout de suite. Donc je vais vous demander maintenant de les accueillir. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Yann Long et la magouille. Bon, je vous rassure tout de suite, moi je ne vais pas parler beaucoup, c'est rendre à César ce qui est à participatif. Alors aujourd'hui on va donc parler dans l'Indirect, qui est une parmi d'autres initiatives qui intègrent les médias sociaux. C'est vrai que c'est quand même toujours un thème un peu très discuté même dans le monde des médias.
Parce que, je veux dire, encore aujourd'hui, beaucoup de grands médias ne savent pas trop sur quel pied danser avec les médias sociaux, petits ou grands, francophones, anglophones, germanophones. On sait par exemple qu'en Autriche, les médias n'ont pas le droit, en tout cas les médias de service public n'ont pas le droit d'être sur les médias sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose autour duquel il y a beaucoup de discussions. Pour ce qui concerne l'indirect, c'est pour aller vraiment droit au but. Quand je disais avant rendre à César, donc c'est une émission qui est portée par 3 producteurs, donc avec les Philippe que vous avez aujourd'hui ici, Nathalie Ducommun, @ducomnat, et Patrick Lefort, @p__fort. Que vous pouvez suivre aussi, qui sont aussi sur Twitter, le pauvre Patrick a dû faire un storyfy de 1000 messages l'autre jour, c'était long. Mais voilà, ça c'est donc l'équipe dans l'indirect. Et qu'est-ce qu'est dans l'indirect derrière les gens? C'est une émission de débat participatif qui est quotidienne, c'est quand même relativement important par rapport au concept, parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit... faut que le processus soit bien pensé pour que ce soit faisable pour les gens. Qui est sur la première, ça je crois que c'est aussi important, et surtout par rapport à l'horaire 8h, 8h30, en gros c'est une des plus grosses tranches. Ça doit être dans le top 5 des plus grosses tranches en termes de part de marché de la première, qui elle-même est la radio la plus écoutée en Suisse romande. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est une radio où on n'a pas forcément un auditoire de 80% de geeks. Donc, quand on parle d'intégration des médias sociaux, il faut le faire avec aussi une certaine finesse, pas que ça prenne toute la place, parce que justement, on n'est pas forcément en face d'un public qui d'une part, est au courant de tout ce qui est finalement Twitter ou même Facebook. On rappelle quand même que 60% des Suisses ne sont pas sur Facebook. Donc, entre 50 et 60, ça dépend des chiffres. Mais voilà, ça sont quand même des éléments qui sont importants. Et deuxième chose, on n'aime pas trop... Enfin, il y a beaucoup de termes un peu trendy dans les médias sociaux. Et je voulais profiter pour en avoir 6, ou plutôt 2 paires de termes trendy par rapport aux médias sociaux et par rapport aux médias et aux médias sociaux. Le premier, ou plutôt le deuxième à l'écran, mais celui qui est beaucoup revenu en 2011, c'est social, local et mobile. Solomo, c'était aussi le thème de la web l'année passée. Et justement, l'indirect se veut social, local et mobile. Vous verrez comment après, ou pour ceux qui connaissent déjà l'émission. Et l'autre aspect, c'est vraiment un aspect qui a été développé beaucoup plus récemment dans la littérature autour des médias et des médias sociaux, des médias de masse et des médias sociaux. C'est l'aspect de la triade journaliste, spécialiste et internaute qui s'est beaucoup développé avec l'usage des médias sociaux. Donc voilà, je laisse la parole à Magali et je m'appelle. Ouais. Alors, merci. Juste pour ça, pour vous dire aussi que l'âge moyen, effectivement, de nos auditeurs le matin, c'est aux environs entre 62 et 65 ans, je crois. Donc ça vous donne aussi une idée du challenge qu'on avait à présenter ce genre d'émission. Le projet, il est né il y a 4 à 5 mois. Vous connaissiez peut-être l'émission précédente dont on avait pas mal parlé, qui était le Grand 8, qui était notamment animé par Fatih, Derberge, Marchetti, etc. Il y a eu une période un petit peu de carence quand Fatih est parti, Joël également, et il y a eu un peu une occupation des lieux à un moment donné, avec toujours ce désir de la part de notre rédaction en chef de créer une nouvelle émission originale et plutôt participative. Et il y a eu appel au concours, et puis plusieurs projets ont été présentés. J'ai fait un projet avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas ces 2 personnes qui sont là, qui était vraiment axé réseaux sociaux. Et Nathalie Ducommun a fait un projet qui était complètement basé sur le côté participatif, interactif avec les auditeurs. Elle était allée à Londres voir une émission de la BBC qui s'appelle Your Call, qui est une émission d'1 heure, qui débute sauf erreur plutôt vers 9h du matin, 8h du matin, et qui est vraiment une émission où les auditeurs appellent. C'est une monstre organisation, avec je ne sais plus combien de personnes en régie, etc. Et c'est le principe, c'est vraiment que des appels, des auditeurs qui débattent d'un sujet comme on le fait également en indirect. Tous les projets se sont un peu mixés en un, et puis au final on s'est retrouvé avec bonheur, cette équipe-là, avec ce projet de coupler les réseaux sociaux dans toute cette histoire. Donc on a eu, et c'est une chance par rapport à la manière dont on travaille, on a eu quand même relativement pas mal de temps, quelques semaines pour faire des maquettes, ça s'appelle comme ça dans le milieu des médias.
Donc, c'est-à-dire tester des émissions, tester des débats, pour voir si ça prenait. Vous avez pu voir, si vous suiviez à ce moment-là sur Twitter, on a fait des fausses émissions, en gros, c'était ça. Vous avez eu, c'est pour certains, la gentillesse d'y participer. Je vous en remercie. Et puis, ensuite, il était question de lancer cette émission qui, sauf erreur, débutait mi-février, avec le 13 février. Donc, ça fait à peu près la 40e aujourd'hui. Et il y avait ces deux axes qu'on va développer dans le cours de cette présentation, les réseaux sociaux effectivement, et puis l'application mobile qu'on a qui s'appelle Indirect, je ne sais pas si vous l'avez téléchargée. Je vous encourage à la faire, si jamais ça me fait des points pour mon évaluation de fin d'année. Tout le monde télécharge en ligne directe. Voilà, tout le monde télécharge en ligne directe. Et puis, c'était ces deux axes qui ont été, et c'est aussi une chance par rapport à ce qu'on dit des fois du service public, et notamment de la RTS, la lourdeur de la machine. C'est vrai qu'en étant arrivé avec ce projet, ça a été validé très très vite. Et par exemple, l'application, on l'a développée en 1 mois et demi, je ne sais pas, 2 mois, quoi. À notre échelle, c'est vraiment rapide. Donc voilà. Et puis, oui, vous dire que tout ça est né en fait aussi de l'année précédente que j'avais passée au sein d'une rubrique qui était neuve, qui s'appelait la rubrique multimédia, et qui m'a permis en fait de me constituer un réseau par rapport à Twitter, où, je ne sais pas si vous aviez suivi ces différents hashtags. Bon, Sidi Bouzid, c'est celui qui a initié la révolution tunisienne. C'est un hashtag qui m'a permis, moi, en tant que journaliste, de suivre la révolution tunisienne, de trouver des gens pour qu'ils viennent à l'antenne parler de ce qui était en train de se passer avant la chute de Ben Ali. Après la chute de Ben Ali, c'est des gens que j'ai été rencontrer ensuite sur place. Je me suis rendue à Sidi Bouzid et à Kasserine pour voir qui était derrière ces écrans. Et non pas qui avait initié la révolution des d'accord, mais qui l'avait relayée. Politicus Numericus, c'est aussi une expérience qui a été très vite validée au niveau des élections fédérales, où l'idée c'était de rendre compte de l'activité des politiciens encore émergente sur Facebook et Twitter. Le hashtag EF2011, il a été passablement utilisé, je ne sais plus si tu as les chiffres, Yann, mais bon, c'est un hashtag qui a bien fonctionné pour suivre toute la campagne des élections fédérales. Et celui qui est CF2011, c'est le fameux hashtag pour le jour de l'élection fédérale. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte, et surtout mes chefs se sont rendus compte du potentiel et quelque part du pouvoir, entre guillemets, de Twitter. Ce jour-là où j'étais en direct de Berne à suivre la folle journée de l'élection fédérale, qui n'était pas si folle que ça, mais on espère l'avoir rendue un petit peu intéressante. Et quand j'allais à l'antenne pour rendre compte des questions, des interrogations, des remarques, et on s'est rendu compte que le réseau était immense, qu'il y avait des écoles, il y avait des élèves qui nous suivaient, voilà. Et tous ces éléments ont fait aussi que l'aventure en ligne directe a pu passer beaucoup plus facilement auprès de ma red chef, qui n'est pas forcément très geek et qui n'est pas forcément très branché réseaux sociaux. Voilà. Alors au niveau de comment ça marche vraiment jour après jour, donc Marie en a parlé, et on va développer un peu plus après, mais en gros il y a un débat qui a lieu de 8h à 8h30 tous les matins. Avec une question définie. Avec une question définie. Et la particularité, et c'est un peu pour jouer sur le côté non linéaire, on parle toujours de délinéarisation des contenus dans nos médias, pour jouer avec l'aspect non linéaire, et suite à des expériences de Magali, l'idée c'est vraiment de poser la question la veille au soir ou la veille au début de soirée. Parce qu'on s'est rendu compte, moi dans l'idéal j'aurais voulu faire ce qu'on a vécu au niveau du CF 2011, c'est-à-dire de pouvoir répercuter les réactions en direct pendant l'émission. En faisant les essais, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de monde. Qu'il n'y avait pas suffisamment de flux, que les gens étaient, ma foi, au travail, apparemment, à un Twitter à 8h30, donc ça ne pouvait pas fonctionner ainsi. Donc on a fait ce choix, justement, de lancer le débat la veille sur les réseaux sociaux, ce qui nous a aussi obligés éditorialement, d'un point de vue journalistique, à penser la question en 140 caractères, vis-à-vis, vous verrez aussi par rapport à l'application où j'ai c'est donc nous qui la lançons chaque soir, et j'ai aussi, je ne peux pas dépasser, sinon il y a eu quelques bugs, vous l'aurez certainement remarqué également. Nous sommes encore en voie de perfectionnement, on va dire, par rapport à ça. Et ça implique aussi quelque chose au niveau de l'éditorial, donc du journaliste, du côté journalistique. Ce dont on s'est rendu compte également, on a déjà quelques chiffres qui sont
voilà, sur 2 mois d'expérience, en moyenne, entre 90 et 400 tweets par jour. Donc, on est bien d'accord, un certain nombre émanent de moi. Mais voilà, pour les lancer, c'est comme ça. On a aussi entre 35 et 45 appels le matin. Vraiment, à l'échelle de la Suisse romande, c'est pour nous un bon résultat. Et puis, par rapport à la marche au quotidien, on voit qu'il y a des... On est aussi en train de sentir les sujets qui fonctionnent mieux, les sujets avec lesquels les gens ont beaucoup plus de peine à s'exprimer parce qu'ils les touchent plus. Toutes les histoires avec les étrangers ou les requérants d'asile, c'est pas évident de dire véritablement ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, plus ou moins à découvert. Mais par exemple, le sujet sur les taxes universitaires qu'on avait lancé, c'est le fameux sujet où il y a eu public tweet et où le débat était froid. Le soir, il y avait encore des gens qui débattaient de comment... Mais c'est vrai qu'on est absolument tout poil dans la population qui est sur Twitter et qui est concernée, qui a fait des études. Voilà. C'est normal que ce genre de sujet fonctionne mieux. Après, il y a une question qui revient souvent. J'ai présenté aussi en ligne directe à d'autres médias européens, et c'était une des premières questions qui est venue, c'est mais en fait, est-ce que vous n'avez pas toujours les mêmes intervenants ou un noyau dur, et comment vous faites pour les gérer? Alors effectivement, vous avez pu le remarquer, il y a souvent le même petit noyau qu'on occupe apparemment le soir, mais qui est avec nous, et je vous en remercie aussi. Et moi, ça ne me gêne pas, parce qu'on a aussi les mêmes auditeurs qui nous appellent. Hein. On ne les passe pas systématiquement à l'antenne, et surtout pas. On peut les filtrer, on a un système de filtre avec des standardistes et des étudiants qui font en sorte que ce ne soient pas les mêmes qui reviennent, qui trient des appels racistes, enfin, tout ce genre de choses, ou qui sont complètement hors cible. Et en fait, c'est ce petit noyau qui est là, qui répond directement à la question, permet au débat de se lancer. Ils sont vraiment des activateurs de débat, alors ils donnent leur position qui est légitime ou pas sur telle ou telle question, mais du coup ça fait réagir les autres. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi en 2 mois, c'est que en moyenne, j'ai 1 à 2 personnes nouvelles qui viennent participer au débat chaque soir et qui se mêlent au débat, qui n'ont pas peur. Je vois aussi dans les retweets qu'il y en a beaucoup qui suivent, mais sans y participer, ce qui est tout à fait leur droit. Et puis, ma foi, quand on fait des sujets un peu spécifiques, comme le Managed Care qu'on a fait la semaine dernière, la Syrie, le plan Maghreb, ou bien sûr le Welsh washing, moi je vais chercher les gens. Comme les réseaux, maintenant ce réseau, je l'ai un peu depuis 1 an, 1 an et demi, sur la Syrie, j'ai une liste Syrie, je les ai activés, ils sont venus, ça a donné à part ça ce soir-là un débat assez fort d'avoir des gens depuis la Syrie qui tweetaient sur faut-il ou pas venir les aider. Donc c'était ça la question, comment les aider. Sur les Belges, les Suisses allemands qui sont venus aussi témoigner, sur Managed Care, les médecins, le plan Maghreb qu'on a fait ce matin avec ma liste tunisienne, j'ai réussi à faire venir des Tunisiens qui sont en France ou en Tunisie, qui sont venus enrichir ce débat. On est toujours dans des petits nombres, hein, c'est pas... Mais moi, j'essaie de varier aussi ce que je rends ensuite à l'antenne, qui n'est pas la même chose que le Storyfy, j'essaie d'être plus exhaustif par rapport à ce qui est écrit. Au niveau de l'application, c'est finalement assez simple comme application. C'est un push par soir. Les gens peuvent enregistrer une réaction et ensuite ils peuvent... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent l'écouter, la réalité s'ils veulent, et ensuite ils peuvent l'envoyer d'une part et aussi la partager sur les réseaux. Donc là, il y a aussi un double jeu. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de réactions par jour. Par contre, on pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont informés de la question du lendemain, qui utilisent vraiment l'application comme système de push, et ils savent pas que le débat va commencer sur Twitter. Mais on voit qu'il y a quand même plus d'interactions sur Twitter le soir et dans le matin au téléphone. Alors, c'était aussi un choix de la part de l'équipe, de ma part. On avait le choix de faire un site internet, une page internet un peu costaud, avec je ne sais pas quoi dessus. Et puis on s'est dit non, on va partir directement sur ce qu'on utilise enfin tous, moi ici, c'est-à-dire les téléphones mobiles et les tablettes, et qu'on allait tenter quelque chose de plus original avec ça. L'idée, en fait, de la radio, c'était d'entendre les auditeurs. Il y avait une petite crainte tout de même qui a été relayée, c'est est-ce que les gens oseront s'enregistrer? Parce que nous, c'est notre métier au niveau de la radio, mais il y avait ça. Et puis moi, je me rends compte que jour après jour, j'ai toujours des gens qui enregistrent des applications, donc, et des gens différents, et des gens à la voix, parce qu'on peut être anonyme. Hein. On a accepté
cette possibilité-là, sachant que les auditeurs également peuvent ne pas donner leur nom. L'important pour nous, c'était d'avoir du débat. Après, c'est notre responsabilité de trier les gens qui sont fake, mais on n'en a pas encore eu, on a réussi à les éviter, ceux-là. Et depuis le lancement, on est loin des téléchargements d'applications Couleur 3. En même temps, c'est pas du tout la même utilisation. Nous, on est entre le dernier chiffre, il y a 2-3 semaines, on avait à peu près 1800 downloads. Et voilà, c'était ce à quoi on s'attendait pour une utilisation où c'est vraiment une application interactive. On demande aux gens de faire quelque chose pour nous, de s'enregistrer et de publier et de poster cette application pour que je puisse moi ensuite la rechercher via cette interface d'une manière assez aisée. On n'avait pas mis de limiteur de temps aussi. Les gens, on s'était dit, bon, peut-être qu'ils vont enregistrer un truc pendant 10 minutes, puis les gens ne sont pas stupides. Donc, ils ont écouté l'émission, ils se sont rendus compte qu'on passait des formats assez courts parce que ça va vite, parce que ça va vite. Donc, ils se limitent eux-mêmes à 40-30 secondes. On voulait le truc le moins contraignant possible. Le plus simple, après, les goûts et les couleurs, ok, mais le plus simple et le plus... voilà, ils doivent signer, s'ils signent une fois, c'est bon, ils peuvent se désengager. Le push, ils le reçoivent une fois qu'ils ont tous les pushs. Donc voilà, ça c'est pour nous, en tout cas, c'est réussi. On a une moyenne de 5 à 7 personnes de 5 à 7 apps par jour diffusables. Hein, j'entends pas des ouais, salut, enfin machin. Mais on n'a pas trop eu ça. Franchement, on n'a pas trop eu. Donc, oui, absolument. On a des pics à 12, à 20 sur les sujets. Ce qu'on a remarqué, ce qui est assez étrange, ou pas, je sais pas, c'est que des gens continuent à envoyer des applications pendant l'émission et après l'émission. Donc ils réagissent à l'émission, ce qui est logique. Et moi, je suis super frustrée par rapport à ça, parce que l'ambition du départ, c'est de pouvoir restituer toutes ces applications sur notre page internet pour que tout le monde puisse évidemment les écouter, être le plus transparent possible, et pour des raisons de convergence, c'est-à-dire il y a eu notre site à converger, donc il y a eu beaucoup de choses à faire par rapport aux informaticiens, c'était pas possible. J'espère qu'après Pâques, il y aura ça, plus effectivement d'autres petites surprises. Voilà. Magali vient d'annoncer une V2 du site. Voilà, l'air de rien. Et donc, ouais, donc durant le live, en définitive, durant le live, le matin, on estime à peu près 20-25 tweets utilisés ou cités. Oui, avec des résumés aussi. Quand il y a une tendance qui revient, je ne vais pas à chaque fois citer la personne qui émane le tweet. À part ça, la grande surprise pour moi, en tout cas, Yann, c'était le fait que les gens participent au débat sur Facebook également. Facebook, pour moi, c'est plutôt un lieu chaton et compagnie. Donc, et j'étais assez surprise que les gens parce que je lui ai dit, désolée, mais parce que moi je l'utilise comme ça aussi, mais c'est... Voilà, qu'il y ait vraiment les gens qui... Et ils disaient des choses sensées. Après, on peut être ou pas de l'avis qu'ils ont, mais c'est des choses sensées. Et il y a des fois où le débat continue aussi sur toujours des chiffres à hauteur de la Suisse romande. Enfin voilà, hein, c'est pas... Et puis c'est pas des forums 20 minutes, c'est pas du tout ce qu'on voulait, des déversoirs de haine ou comme ça, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait des choses contextualisées, avec des arguments, avec du positionnement, avec des témoignages, et sans, comment dire, cadrer plus que le temps. Ben, voilà. Magali parlait évidemment de 20 minutes Australie, on est tous... 20 minutes, Ouzbékistan. Et puis voilà, ouais. Ça, c'est un outil qui m'a été... dont j'ai eu connaissance par le biais d'un tweeto, François Briot, qui un jour, mais très très vite, m'a dit « Pourquoi tu fais pas, je sais plus, un Storyfy des tweets, des débats sur Twitter ?» C'est vrai que moi j'avais cette frustration-là de ne pas pouvoir rendre assez à l'antenne. En même temps, je n'ai pas à prendre la main sur ce qui se passe à l'antenne, parce que la priorité, c'est l'audio, c'est les auditeurs. Moi je viens vraiment comment dire, avec une source, avec une deuxième source, quoi. Mais c'est pas la principale, c'est pas une émission sur les réseaux sociaux ou qui parle des réseaux sociaux. C'est une émission dont une des sources émane des réseaux sociaux. Donc, il m'a proposé, il m'a surtout montré comment fonctionnait cet outil, avec lequel je m'énerve un peu de temps en temps parce qu'apparemment c'est pas toujours. Enfin voilà, il y a des fois où vous pouvez plus faire ce que vous disiez la veille, et je fais ça avec un ton assez qui est le mien, mais qui est assez décalé parfois, qui est un peu piquant, et puis. L'idée, c'est de reconstruire l'histoire du débat, enfin, c'est le principe de Storyfy, et puis que les gens puissent vraiment aller lire, c'est un peu 2 pages, je ne sais rien, 2-3 pages, et retrouver les principaux arguments qui ont été échangés.
il est principal aussi à adjoindre ce qui vient de Facebook là-dessus. Ça permet en fait de reconstituer la chronologie du débat en enlevant un peu de bruit, que ce soit celui des relances de Magali, que ce soit celui aussi de temps en temps on a des trolls, mais c'est rare. Oui, d'ailleurs, j'ai très peu de trolls, hein. Franchement, mais ne le faites pas. Hein. J'ai très peu de trolls, mais je suis contente. Et des redondances aussi. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a plusieurs arguments qui vont dans le même sens. Donc là, ça permet d'avoir un format. Le jour où il y a 350 ou 400 tweets, c'est vrai que du coup, on a quelque chose de beaucoup plus digérable ici. Et c'est vrai que du coup, par rapport au nombre de tweets qui sont générés, au nombre d'applications, bah, ma foi, il n'y en a pas énormément, mais on est pile poil dans la cible qu'on cherchait. C'est quand moi, je ne peux pas gérer plus. J'ai personne qui m'aide, le matin, j'ai personne qui m'aide, il n'y a personne qui m'agglomère ses tweets et tout, donc c'est vraiment la bonne proportion, en tout cas, de mon point de vue. Les chatons. Voilà, j'adore les chatons. Alors, oui, c'est juste la bonne surprise. Il y a plein de bonnes surprises dans cette émission, mais c'est le blog, le Tumblr, ça s'appelle Politique DD, qui s'est piqué au jeu de l'émission, et puis qui, bon, c'est moins fréquent ces derniers jours, je manque bien de savoir s'ils sont toujours vivants, mais qui nous ont fait à chaque fois un peu la photo de l'émission, avec plus ou moins, mais surtout plutôt pas mal de drôleries, de talents, et puis ça permet aussi de booster le Storyfy, de les mettre en valeur. Mais voilà, c'est aussi le côté un peu subjectif, complètement assumé de ce Storyfy, avec des axes un peu décalés. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire, en ligne directe, c'est donc un processus de développement de zéro. Donc, la communauté a toujours été mise à partie et on le voit en contribuant au début, lors du lancement, mais aussi pendant. Là, on a aussi demandé des feedbacks par rapport à l'app, à la V2, etc. Important, les médias sociaux comme source et pas comme sujet principal. On a d'autres émissions qui parlent de multimédia et de Web 2. Ce qu'on observe vraiment, c'est l'enrichissement du débat. C'est-à-dire que, comme les gens disent, surtout sur Twitter, comme les gens débattent pendant 4, 5, 6 heures la veille, ben, leur opinion se construit. Et donc le lendemain au live, Magali, elle apporte vraiment. Ouais, mais c'est ça aussi, toute l'alchimie. Des fois, c'est plus ou moins raté, hein, je l'admets complètement. C'est l'alchimie de restituer un débat qui a eu lieu la veille, alors que les auditeurs, eux, l'apprennent et le prennent à ce moment-là. Et moi, je dois venir injecter des choses qui ont déjà été dites, digérées, voire recrachées, voire enfin analysées la veille. Et il faut que je le fasse au bon moment. Et des fois, le débat à la radio, ben, on en est déjà une étape plus loin. Donc l'app, je résume, j'appelle ça l'app quand c'est un son qui a une application, eh ben, elle est déjà obsolète, quoi. J'arrive plus à la diffuser, ou bien quelque chose qui a bien moussé sur Twitter la veille, ben, ça a été dit, je ne vais pas revenir en redondance, alors des fois je le fais, mais c'est pas joli. Enfin voilà, c'est tout aussi une alchimie à trouver, et avec laquelle je dois travailler chaque jour. Donc ça vient de dire, les médias sociaux modifient le processus de modération. Ouais, bon. Le mot qui rétrécit, je en ai très bien parlé avec la Syrie, mais c'est vraiment ça, et c'est, en tout cas moi en plus étant externe, mais suivant la chose de près, ben, c'est quand même vachement touchant quand on voit vraiment sous ses yeux le monde se rétrécir, mais pour le bien, hein, j'entends. Oui, et puis d'ailleurs il y en a un qui est venu, Révolution Syrie, est venu à l'antenne le lendemain. Il y a aussi ça, je ne veux pas le faire à chaque fois, mais on leur dit quand vous venez à l'antenne, donnez votre pseudo Twitter, comme ça je peux aussi me situer, et puis non plus ne pas être redondant par rapport à ce que j'ai déjà dit, voilà, pas vous citer 3 fois, ou j'en sais rien, ça là il y aurait suradaptation par rapport à une personne, mais c'est vrai que ça c'est, enfin, moi c'est le côté un peu magique des réseaux sociaux, c'est ce qui me plaît. Et puis au niveau du débat citoyen, je crois que c'est aussi ça, par rapport à aussi la mission de service public de la Radio-Télé Suisse, c'est important. Je reprends l'exemple que Magali a cité avant sur les taxes universitaires, donc débat qui a continué toute la journée du lendemain sur Twitter, donc qui a duré 24 heures, 30 heures environ, et ce qui était super intéressant aussi, c'est que les politiques qui ont participé, des gens des deux bords au niveau des étudiants, etc. Donc il y a vraiment là quelque chose qui enfin, au niveau citoyen, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Après, à nouveau, hein, on ne veut pas survendre la chose, ça reste quand même aujourd'hui une niche Twitter. Oui, et puis c'est aussi un petit pouls à un moment donné, on ne va pas tirer des généralités de ce que moi je ressors de Twitter ou même de ce qu'on ressort des auditeurs, on est bien clair. Hein. Mais tout de même. Donc voilà. Merci.
Android aussi, hein, donc... Voilà, j'ai balancé la couche, voilà. Donc par une interface qui est franchement assez simple pour moi, mais je dois juste pas dépasser, parce que sinon c'est la question. Voilà. Merci beaucoup Yann et Magali. Donc je pense que là vous avez en tout cas une centaine de followers en plus, d'applications, de téléchargements en plus. On est relativement à l'aise avec le temps. Donc oui, restez là. Donc on a le temps maintenant de prendre quelques questions dans la salle. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions qui sont spécifiques à ce que viennent de présenter Yann et Magali, donc en ligne directe, vous êtes invités à les poser maintenant. Ma question elle est toute simple. Est-ce que, bon, il y a déjà peut-être un élément de réponse avec la V2, on a l'impression avec les médias, en tout cas en Suisse, à l'inverse du Canada ou de la Belgique, vous n'osez pas le lien en direct. La peur de la censure, pas confronter le tweet ou bien la réaction audio. Est-ce que là, l'application, c'est une vraie fausse bonne idée de balancer une question, de la traiter, de voir si on peut la recevoir, la censurer, et puis après peut-être y répondre, et puis comme vous l'évoquez, après tout compte fait, la temporalité fait qu'elle est complètement à côté de la plaque. Là où Twitter et d'autres réseaux, puisque Orange l'avait fait par exemple aussi pour les médias, avec les tweets audio qu'on peut balancer directement et réceptionner directement à l'autre bout et oser les traiter en direct, en live. Je comprends pas comment tu vas traiter ça en direct. Bah, à l'image de ce qui se fait, bon alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, la ligne du cœur. Ouais. Si on devait justement utiliser une application, je pense que la ligne du cœur ne pourrait pas exister puisqu'il y a un dialogue. Ah oui. Vous instaurez ce Okay, dialogue dans l'émission en fait, à travers une application qui, ouais, en fait, casse l'application, c'est un peu aussi d'attirer, quoi. C'est aussi quelque chose dans ce style-là, parce que l'idée, pour moi, c'est une source de plus. Quand on l'a conçu, c'est se dire que les gens n'oseront pas nécessairement appeler, qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps d'appeler, et puis qu'en 40 ou 50 secondes, on dit plus qu'en 140 caractères, c'est clair, et c'était cette idée-là qu'ils aimeraient s'entendre également. Après, au niveau du travail que je fais sur l'application de montage, c'est mon travail depuis 11 ans, 13 ans que je fais de la radio, c'est de restituer l'essentiel et surtout de ne pas dénaturer ce que va dire la personne. Après, il y a toujours des frustrations, on est bien d'accord, mais là, sur le coup, j'ai aucun écho négatif par rapport à ça. Donc, et c'est aussi, alors ça vous paraît peut-être moins important, quoique pour vous qui êtes auditeur, mais on essaie de penser à vous, dans le sens que l'édition, elle est que par téléphone. Hein, je ne sais pas si vous avez senti ça, il n'y a plus personne en studio normalement, sauf Nathalie et moi. Donc l'idée aussi de l'application, ce à quoi on aimerait tendre, c'est qu'il y ait ces petits moments où on entend des gens en bonne qualité de voix. Donc il y avait cette idée aussi, par un moment, hop, on souffle un peu, on entend quelqu'un pendant 40 secondes, alors généralement c'est super bon, après je sais pas, il y a des justement, surtout avec Android, mais voilà, voilà, non, mais voilà, on m'a expliqué que voilà, il ne peut pas tout régler parce que chaque appareil est différent avec Android, etc. Mais c'est cette idée-là aussi. Fausse bonne idée, pour l'instant je ne peux pas vous dire. Pour l'instant c'est plutôt une bonne idée d'un point de vue image, d'un point de vue de ce qui nous arrive par l'application. On a eu des super belles, des trucs rigolos aussi avec la plutôt Marie Binder qui nous a fait l'hymne valaisan, enfin des choses originales, artistiques, mais voilà. Mais j'ai pas suffisamment de recul pour vous donner une réponse complète là-dessus. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'ai une question par rapport à la tranche horaire 8h, 8h30, puisque ça marche le soir en fin d'après-midi. Pourquoi vous avez occupé cette tranche-là du matin? Vous donniez la moyenne d'âge de 60 ans et plus. En général pour la radio. Voilà. Et est-ce qu'il y avait cette plage à occuper? Il fallait mettre quelque chose dedans, ou vous y avez pensé avant? Non, il y a cette plage à occuper, pour faire court. Moi je travaille à la rédaction de la RTS. Domaine radio, je sais pas vous dire maintenant. Et puis on occupe en fait de 5h à 8h30. On occupe de midi, les flashs, on occupe de midi et demi à 13h, puis on occupe forum 18-19. Donc il n'y a pas de plage pour nous. Et c'est encore quand même assez, malgré voilà, l'impression qu'on peut avoir en tant qu'auditeur, c'est quand même encore assez compartimenté. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle encore le programme.
Ce que je veux dire quand même par rapport juste pour compléter ce que Magali a dit, c'est que c'est vrai que le matin on est plutôt dans une thématique de l'info et que le débat il reste un débat d'information, il est quand même toujours, la question émane de l'actualité du moment. Donc on est vraiment comme dans cette thématique là. Le soir on sait que les gens, justement si on prend la tranche idéale pour les tweetos ou une des, on est quand même dans des émissions de type plutôt paradiso, plutôt, on va dire, relaxante. Et voilà, là, effectivement, c'était un petit peu une manipulation du côté linéaire des réseaux, non linéaire des réseaux sociaux, de pouvoir justement profiter du moment où les gens sont derrière Twitter pour débattre la veille. Mais après, en termes audio pur, c'est vrai que là, si on se fie à ce que les gens aiment écouter, à quel moment ils aiment l'écouter, c'est justement pas le même moment par rapport à celui durant lequel ils veulent débattre. Donc c'est mon rôle. Voilà. Oui, bonsoir. D'abord, très belle initiative, merci beaucoup. Comment on est hébergé ce soir par les community managers? Moi, ce qui m'intéresse dans votre projet, c'est qu'est-ce que vous amenez dans la logique de la création de communauté. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous arrivez... Une communauté, pour moi, c'est des interactions. C'est pas simplement des fans sur une page, ça c'est un manuel. Une communauté, c'est des interactions. Vous arrivez à générer entre 18h et 8h du matin une quantité folle d'interactions sur un intérêt commun, la question, qui, à partir de 9h, 12h, meurt. On est un peu dans une logique de communauté Kleenex. En fait, vous êtes des générateurs de communautés quotidiens, chose tout à fait particulière propre aux médias, je pense, c'est une hypothèse. Quelle expérience vous pouvez donner à des gens qui sont plutôt dans le domaine peut-être associatif ou entrepreneurial, qui cherchent à capitaliser sur le long terme? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une stratégie de capitalisation de ces contacts, de gens qui s'engagent envers votre travail, envers votre marque, sur la durée, ou pas du tout, c'est juste animer la rédaction? Non, mais il n'y a pas de stratégie, c'est ça un peu. C'est-à-dire que la communauté, c'est celle qui le suivait. Qui suivait les bêtises. Non, mais sérieusement, c'était un peu ça, et que j'avais beaucoup de Tunisiens au départ, parce que je les ai beaucoup utilisés aux alentours du 14 janvier. Mais c'est un peu les hasards qui ont fait. En même temps, moi, il y a un an, je ne pensais pas faire ça, je ne pensais pas capitaliser sur une émission pour la suite. Donc, la chance, je vois par exemple d'autres collègues qui. Parce qu'on a aussi toute une. Derrière RTS Info Plus, c'est principalement. On est 2-3 à alimenter ce compte-là. C'est l'envie de poursuivre quelque chose qu'on vit dans la vie, qu'on peut continuer à faire sur les réseaux sociaux. Moi, il y a des gens ici avec lesquels j'ai déjà fait plusieurs rencontres, apéros, etc. Parce que ça ne s'arrête pas là, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, pour des gens qui seraient dans des associations ou comme ça, c'est d'avoir déjà créé une communauté, parce qu'en partant de rien, c'est bon, c'est mort, quoi. Si j'avais dû commencer là, avec mon petit en LD, j'aurais pu demander toute l'aide de Yann, ça aurait rien changé, même s'il a bien retweeté au début avec RTS, je sais pas quoi, RTS, voilà. Non, parce qu'il y a un petit con. Mais je pense que c'est vraiment la capitalisation d'avant, mais qui n'était pas stratégifiée ou stratégisionnée. Stratégisée, merci. Non, mais puis si on veut vraiment typer la communauté qui suit en LD, c'est justement, c'est comme vous dites, c'est plein de petites communautés qui se fédèrent à un moment autour d'un centre d'intérêt commun. Ce que je crois montre cette expérience-là qu'on fait en ce moment, c'est que même dans un petit bout de pays comme la Suisse romande, elles existent. C'est déjà la première constatation. Et deuxième chose, c'est en tant qu'association ou, on va dire, n'importe quel domaine qui est plus pérenne dans le temps, c'est justement écouter déjà et voir déjà les communautés existantes. Parce que si Magali arrive à les fédérer sur une nuit, c'était le cas. Voilà, on peut aussi utiliser du coup Twitter ou Facebook, plutôt le côté moteur de recherche, sur des mots-clés ou des termes pour aller identifier ces communautés, identifier ces ambassadeurs.
Si ce petit miracle se passe tous les soirs sur des directs, on peut aussi construire sur le long terme, sur les mêmes bases, mais sur un seul intérêt. Et c'est aussi là qu'on voit que ce qui est hyper important, c'est justement l'intérêt commun, quoi. Parce qu'on voit aussi ici, sur les stats, il y a des sujets et des questions qui fédèrent beaucoup plus que d'autres. Question ? En fait, les limites de votre modèle, c'est votre succès, finalement. C'est vrai. Voilà, vous aurez trop de succès, ça va être impossible à gérer, puis vous allez frustrer. Tout d'un coup, on va avoir l'effet inverse où il y aura beaucoup de frustration parce que les gens vont plus être cités, vont plus passer, à moins que dans la version 2, vous arriviez à les afficher sur le site. Ouais, alors ça, en tout cas, ça va être le cas. Après, il y avait plein d'envies par rapport à l'application, mais ouais, il y avait quand même une espèce de budget, hein, comme on dit, donc on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Mais... Celui avec votre argent? Non, c'est le fond de drogue, on a dit, mais bon, voilà. Mais... non, mais... Non, peut-être. Voilà, mais vous avez raison. Mais ça, on avait pensé ça, il y a des gens qui m'ont dit tu vas submerger l'application. Ça, je dis mais non, ça franchement, je pense pas. Non, pas aujourd'hui. Non, mais au départ, quand le truc est arrivé, tu ne pourras pas gérer son application, ça, je me suis dit non, les gens ne vont pas passer leur vie à s'enregistrer et tout. Après, elle ne va pas énormément, quoi. Bien sûr que j'espère qu'elle va grandir, cette communauté. Mais des gens, comme Yann disait, sur tel sujet, on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même proportion d'interaction, etc. Donc moi, je la vois... Après, j'engagerai des assistants, puis viendrai m'aider, enfin tout ça. Bon, ce qu'on voit quand même avec... si on compare ce qui se fait en France voisine, hein, au niveau des médias, notamment les médias télévisuels, on compare Capital, où il y a une question qui apparaît à l'antenne, et des bras des actes, où en fait il y a un hashtag qui est affiché, mais c'est tout, il n'y a quasiment aucune utilisation antenne. C'est des PDA, des bras des actes qui se taillent la part des livres, des tweets. Bon, c'est très difficile à comprendre parce qu'ils ont eu tous les présidentiables comme invités, mais il y a cette question aussi là finalement de savoir si on génère un débat et le simple fait de pouvoir mettre en relation des gens qui sont en train de vivre quelque chose à un moment T et finalement ce hashtag il est uniquement, une des utilisations est de se faire rencontrer les gens et dans ce salon virtuel mais sans forcément une utilisation à l'antenne. Alors c'est un autre cas de figure que celui dans l'Indirect qui est vraiment un débat, mais c'est vrai on se pose toujours la question de oui, il faut que les médias amènent le résultat du réseau social à l'écran ou à l'antenne, mais ce modèle-là n'est pas forcément éprouvé aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un super pont pour 120 secondes. Il y en a Non. Question ? Plus d'autres questions? Ok, bah merci encore une fois à Magali et Yann. Alors, nous allons rester dans le domaine de la radio pour la seconde présentation, mais dans un style complètement différent. Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant un autre duo, Vincent Cuchol et Vincent Veillon. Le premier est comédien, chroniqueur et auteur. Le second est animateur et producteur. Et nous les avons donc invités, je suis d'ailleurs très content qu'ils aient accepté de venir ce soir, parce qu'ils présentent tous les matins sur Couleur 3 une chronique d'actualité de 2 minutes, d'où le nom 120 secondes, qui est traitée de façon complètement décalée. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est que leur concept est en train de cartonner sur les médias sociaux, notamment sur Facebook. Et d'ailleurs, je me réjouis d'entendre leur auto-analyse sur ce succès sur les médias sociaux. Alors j'ai fait un petit peu de recherche avant ce soir, et je suis allé sur YouTube pour voir finalement quelle était la vidéo qui avait eu le plus de vues sur toutes les vidéos qui ont été publiées. Résultat des courses, sauf erreur, c'est la vidéo du 28 novembre 2011 qui avait pour thème, à votre avis, quel est le thème qui intéresse le plus les Suisses, toute génération, toute époque, toute catégorie confondue? C'est l'armée!
La transition est toute faite. Je vais donc laisser la parole au lieutenant-colonel Karl-Heinz Hillebnitt et au soldat Bayon. Bonsoir, moi c'est Vincent Pucheux, voici Vincent Bayon. Bonsoir. Bonsoir. Une petite précision à titre liminaire. Lui et moi, on comprend rien au charabia de Twitter et pour tout vous dire, on n'a pas grand-chose à branler. Donc tout ça, là, c'est du chinois. Nous, on kiffe assez Facebook, par contre. Et on kiffe de manière limitée les PC. Quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on affiche en plein écran F11. Et comme d'habitude avec un PC, ça ne marche pas. C'est vrai qu'à la RTS, quand on se voit les deux, on est les deux avec notre portable Mac, donc on est des mainstreamers. Voilà, donc 120 secondes, c'est une chronique qui existe depuis le mois d'août, plus précisément le 29 août 2011. Une chronique qui existe à la radio depuis 2 ans de plus, la rentrée 2009, et qui existait que sous format audio. Le concept, c'est un faux invité qui répond à des questions posées par l'animateur de la matinale, à l'origine par téléphone. On était 3 à y répondre à ces questions. Quand c'était mon tour, je le faisais depuis ma salle à manger en slip. Et puis, l'équipe s'est resserrée et je me suis retrouvé tout seul. Ça marche. Ouais, c'est un fond d'écran en fait, c'est pas... bon voilà, j'ai capitulé. Donc cette chronique a 2 ans, je disais, oui, début 2009, non, été 2009. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fait ce que beaucoup de monde fait, j'imagine. Je suis allé voir s'il y avait des relais sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Google, des sites dont j'imagine vous connaissez l'existence. Et donc j'ai découvert sur YouTube la mise en ligne de 4 internautes différents d'un sketch qui totalisait entre les 4 internautes entre 150 et 200 000 écoutes, puisqu'il n'y avait rien à voir, il y avait une image figée, jamais la même, et le son, une chronique qui donc était pas labellisée, donc on ne savait pas d'où ça venait, et des gens croyaient que c'était vrai. Donc c'était une interview du même Karl-Heinz Hillebnitt, lieutenant-colonel de la place d'armes de Bure, qui expliquait comment un accident entre 4 chars Piranha s'était déroulé et pourquoi l'influence de la boy AT avait pu perturber les soldats sur cette place d'armes. Donc voyons ce nombre assez important, 200 000, c'est beaucoup quand il n'y a rien à voir sur YouTube, étonnant, pour un truc suisse. J'ai proposé, j'en ai parlé au directeur de Couleur 3, à l'époque il y avait un directeur, maintenant plus personne ne comprend comment ça fonctionne à la RTS, mais à l'époque c'était comme ça. Un chef en gros, il n'y en avait qu'un, on peut lui parler. Voilà. C'était un être humain, un jour, pas une hydre. Et donc je lui ai dit, voilà c'est con, on perd tous ces... personne ne sait qui a fait ça, les gens pensent que c'est vrai, et je lui ai dit, faisons des images. Et alors, une opportunité s'est présentée. Le présentateur de la matinale, qui s'appelle Yann Zitouni, âgé de plus de 45 ans, je crois, n'avait plus rien à foutre sur Couleur 3, et donc il est allé animer une émission pour vieux sur la première. Il s'appelle Paradiso. Il s'appelle Paradiso, ouais. Il détend les auditeurs. Hein. Il détend les auditeurs, ouais. Il ne les informe pas, car le soir, ils sont épuisés par toutes ces informations qu'ils ont reçues. Donc des gens qui ont entre 62 et 69 ans. Et donc pour remplacer Yann Zitouni, ils se sont dit, prenons un jeune. Et ce jeune se trouve être mon camarade qui a un intérêt pour l'image. Tout à fait, un intérêt pour l'image que j'ai développé dans le cadre de ma formation, puisque à côté de mes premières heures radio à Radio Chablais, dont je salue la présence de Florian Jeanneret ici, qui en est le chef d'antenne actuel. J'ai suivi l'école cantonale d'art et j'ai fait un bachelor de Lausanne, ouais, l'école de Lausanne, mais elle se trouve à Arnhem, donc c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Et donc voilà, parallèlement à la radio, à mon intérêt pour la radio, je faisais de l'image, et c'est ce qui m'a assez
rapidement, dès mon arrivée à Couleur 3 en 2009, en été 2009, donné envie de proposer des choses. Alors ça a commencé par tirer le portrait de tous les animateurs de la radio. C'était une bonne façon aussi de faire mon entrée, puis dire c'est bon, j'ai fait votre photo, je suis sympa. Faire connaissance. Ouais. Et ensuite de ça, il y a eu 2-3 expérimentations vidéo, mais la première a eu lieu à Sydney. Lors d'une opération spéciale, d'abord juste une précision, donc Twitter n'est pas du tout fiable. J'ai pas dit qu'on en avait rien à foutre, j'ai dit qu'on en avait rien à branler. Donc je vais pas m'y intéresser puisque c'est manifestement un vecteur de fausses informations. À l'initiative de Laurent Cuchol. Hein. Laurent, oui, donc c'est vraiment waouh. Donc regardez-nous plutôt de ce truc. Toi tu veux que j'ai animé un truc chez toi, c'est même pas mon prénom. N'importe quoi, vraiment. C'est vraiment de la branlette. Donc, à Sydney, nous avons animé pendant une semaine une émission en direct et en gros décalage horaire, puisque c'était la matinale qui est diffusée sur Couleur 3 de 6h à 10h et nous émettions de 16h à 20h. Et Vincent faisait partie de l'équipe et moi aussi, et j'ai proposé au directeur de la chaîne de faire une sorte de journal de bord vidéo d'un auditeur fictif. On a donc monté une petite opération en faisant croire qu'il y avait un concours à la con et que le gain de ce concours à la con c'était d'accompagner l'équipe dans une des destinations. Il y avait Bamako, Sydney, Montréal et Berlin. Et donc c'est monsieur Cholet de Botan qui a gagné, qui est allé à Sydney avec l'équipe de Couleur 3. On a fait un journal vidéo qui a généré 10 épisodes qui ont assez bien marché, même très bien. Ouais. C'est juste, on les mettait en ligne. En fait, on les a tous produits en une journée, puisque le chef, Jean-Luc Lehmann de l'époque, et on parle toujours du même, nous a dit ok, vous allez faire des conneries en vidéo, mais j'ai pas envie que ça pêche hors l'antenne, donc vous le faites en un jour. On a dit ok, pas de problème. Donc un matin, on s'est levé assez tôt, plutôt que les autres, et on est parti faire un tour dans la ville. Avec un sac à dos bourré d'habits moches, puisque c'est un paysan vaudois, il fallait qu'il se change pour qu'on croie que c'était tous les jours une autre tenue. Et aussi quelques batteries pour pas se retrouver embêté au milieu de la ville. Et des cassettes, mais ça on en a trop en vrai. Ouais, c'est encore des cassettes. Ouais, c'est juste, ça fait déjà un petit moment. Et puis donc voilà, on va pas vous faire toute l'histoire hein, parce qu'on n'a pas non plus toute la soirée, mais en gros voilà, on a fait ces épisodes, ça a bien marché, la réaction du public a été assez importante, relativement, hein, à toute proportion gardée. À l'époque ça faisait peut-être 4000 clics il me semble. Ouais, 4000 vues sur Dailymotion. Ouais. Voilà, et puis au bout d'une semaine. Donc on a poursuivi parallèlement toujours aux activités qui étaient les nôtres. Vincent était chroniqueur, moi aussi, enfin tu avais le milieu du village de 3 choses, moi aussi j'étais à 50% à Couleur 3, mais on a toujours eu dans l'idée de faire un peu d'image avec la radio. Ça s'est poursuivi en 2010 avec la Coupe du Monde. Oui, on a fait une série d'interviews, de faux joueurs, récupérés là par la télévision suisse romande, qui s'appelait encore comme ça à l'époque. C'était encore compréhensible. Donc vous aurez compris que la corporate identity, on la défend pas du tout, on s'en fout. J'espère qu'il n'y a pas d'échelle de la RTS ici. Si. Bon, mais tant pis. Donc on a fait ces interviews toujours dans un esprit, enfin voilà, on s'entend bien, on aime bien déconner ensemble, on aime bien se marrer ensemble. Et en avril, le poste de la matinale est remis lors du départ à la retraite de M. Zitouni. Vincent prend les rênes. Et du coup, toute la petite jeunesse qu'on vient de vous faire débouche forcément sur une chronique. On se dit, bah forcément, on va faire une chronique vidéo. Et tout ça mis en lien avec tes analyses sur Internet, c'est assez logiquement qu'on a commencé à faire les 120 secondes en image. Voilà, pour la genèse. On va faire quoi maintenant Fabrication. Fabrication. On a fait un plan sur notre tablette papier. La fabrication, alors, pour prendre un épisode type, on suit beaucoup l'actualité quotidiennement, on s'envoie... pas sur Twitter. On n'est pas sur Twitter, non, malheureusement, je suis désolé, on prendra le temps pour la prochaine fois. Pas encore. Pas encore, ouais. Mais je suis pas sûr que ça va nous convaincre de... Parce que c'est quand même compliqué, à part ça, parenthèse. C'est chiant, c'est dièse, machin, truc. C'est quand même, je sais pas, bref, donc oui, alors on suit l'actualité, on s'envoie des dizaines de SMS par jour pour discuter, se dire on peut faire ça, oh non, ça c'est nul, ouais, puis ça, oh, puis ouais, pourquoi pas. Assez vite,
enfin, c'est comme ça que ça marche la plupart du temps, eh bien, Vincent part avec le thème. Prends l'exemple, bon ça c'est pas le bon exemple, Black Alien Genocide, mais Novartis par exemple, voilà, on était un soir, moi j'étais chez moi en train de regarder le téléjournal, lui était, j'imagine, chez lui, et on s'envoie des SMS, je lui dis, hey, t'as une idée pour demain? Je dis, ouais. Je dis, on fait Novartis, non? Ouais. Ah, je me réjouis trop de savoir comment ça s'est dealé en arrière-scène, cette histoire. Là, je lui ai fait un smiley clin d'œil. Voilà. Et ensuite, j'étais me coucher tôt. Voilà. Et il est allé. Ensuite, on se retrouve le matin. Des fois, tu as eu l'inspiration et le génie sur le moment pour. Enfin, le génie. Hein, l'idée, voilà. Pour l'écrire le soir même. Ou alors, ça se fait le matin avant l'émission. Donc là, en l'occurrence, réveil 5h15, regardez les journaux, voir que tout le monde dit « Ah, c'est génial, Novartis a sauvé 300 emplois, quel héros des temps modernes que... » Ces gens qui se sont réunis en mobilisant toute leur bonne volonté. Et donc, ça fait un peu un truc bizarre. Donc, bref, on a écrit le sketch, je l'écris à la radio où j'arrive à 6h. À 7h15, les feuilles s'impriment. Vincent est en train d'animer l'émission, il entend derrière lui une imprimante qui crache les feuilles, il se dit « Ah, c'est prêt !» Alors là, je descends, on le lit une fois ou deux, ensuite je vais dans une armoire de l'accueil de couleur 3 où j'ai empilé des habits qui commencent à puer, quelques perruques empruntées à la télévision, et parfois des moustaches, j'en ai aussi un petit stock. Et pendant ce temps-là, moi je cours poser 2 Canon 550D sur des pieds, à 2 endroits qui sont définis, mais chaque fois... On avait mis des scotch autour de cette conne de femme de ménage, je l'ai enlevé tout de suite. Ouais. Je lui ai dit, mais pourtant on a mis des croix. Ah oui, je suis désolé, j'ai pas fait d'études. Oh, c'est facile. La garde. Donc voilà, on pose 2 appareils, un troisième qu'on va mettre en haut sur un petit pied, sur un bras magique, sur la rambarde de la barrière, du balcon de couleur 3, du savon de couleur 3. Et puis, elle est mal placée cette caméra, on nous a fait la remarque. Au bout de 100 sketchs, un gars qui bosse à la télé nous a dit « Il y a une faute d'axe. Non mais tout doit se passer du même côté. Du moment que tu fais un gros plein sur le côté gauche, tu dois être dans le même axe. Soit du côté gauche. Je leur dis mais on s'en fout. Non, c'est une faute d'axe. Donc on a promis à ce monsieur qu'on corrigerait le pour la saison 2. Pour la saison 2. Voilà. Et donc Vincent arrive, il est 7h30, j'ai mon journal, la journaliste qui est là, on fait le journal, revue de presse, Vincent arrive, je le vois. C'est toujours très important, c'est le moment où il arrive vers moi, parce que je suis à l'antenne en train de travailler. Ça fait un peu comme ça en général. Et sur couleur 3, c'était Marlon Rodette avec... Et là, je le vois grimer, et en principe, je ris. Si je ris pas, c'est pas bon. Mais je le vois arriver avec sa perruque et tout ça, on répète le texte, et à 7h50, le lundi, mardi et mercredi, on le fait en direct. On déclenche les appareils, on enregistre sur des petites cartes SD, ça dure plus que 2 minutes, en fait, c'est un titre qui ment. Ça fait entre 3 et 4. Donc à -5, les images sont en boîte. Vincent récupère les 3 cartes, les met dans son Macintosh et monte la chronique avec un logiciel de la suite Adobe. Et un café également. Voilà. Et puis le mercredi, on enregistre les épisodes de jeudi et vendredi pour que je puisse faire autre chose dans la vie. Et donc il est 8h juste pour oui, pardon, parce qu'il est 8h, parce qu'à ce moment tu t'en fous. Je reste le temps parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à quelle heure déjà? Jusqu'à 8h. C'est tout bon, c'est tout bon. Okay. Non, parce qu'on essaie de remplir, on n'a pas grand chose à dire en fait. On n'a pas de notes. Comme avant, mais nous on n'a pas fait un truc. Arrête, oh, j'ai goûté, Magali. Elle est très fort. Elle est où, Magali? Elle est partie. Ok. Non, je disais à 8h, toi, c'est bon, t'as fait ton job, t'as tiré ton coup et tu t'en vas. C'est vrai. Parce que là, ça dérape. Non, c'est vrai. Non, t'as pris du plaisir. Toi aussi. Oui, mais c'est à ce moment-là que moi, je commence le travail et on rit et on tout à fait. Mais avant ça, il y a quand même la production. Donc, cette heure de montage que je fais en parallèle. Tu es jeune, tu dois apprendre. De mon émission, et donc je la monte, et puis la mise en ligne se fait aux alentours de 9h30, et puis ensuite de ça, vers 10h, 11h, entre 10 et 11h, elle est sur Dailymotion, puis nous la propageons sur Facebook uniquement, et pas sur Twitter, et puis elle
elle est ensuite de ça récupérée par des gens à Genève sur un serveur autour de quelque part. On ne voilà. les a jamais vus en vrai, on sait qu'on a juste un nom et une adresse mail. Oui. Et je leur envoie un petit mail pour leur dire ça charge, et ensuite ça, eux ils la récupèrent, ils la mettent sur le serveur de la RTS, et ça fait donc deux canaux. Non, il y a 3 YouTube canaux. encore, il y a YouTube encore. Ouais, alors on a fait. Donc Dailymotion, c'est Vincent qui l'upload, et là c'est le lien qu'on utilise pour faire du viral, je sais pas. Enfin, reorientation dispersion. Exactly. Et alors bon, ce qui est chouette, ce qui nous fait vachement plaisir, c'est que ça marche bien. Il y a eu une étude générée par le service des études et audiences de la RTS qui doit bien avoir des trucs à faire dans le temps, donc on leur a demandé de faire ça. Et donc au bout de 40 jours d'existence de 120 secondes, j'ai peur qu'ils sont pas là. On va se tuer en sortant. C'est pas grave. Donc, au bout de 40 jours d'existence, ils ont fait une étude et ils ont mesuré donc les vues entre Dailymotion, YouTube et tsr.ch, parce que c'est de la TSR qui hébergeait la vidéo avant, quand bien même elle était récupérée par la RSR, c'était le chaos. Tout va mieux. Donc voilà, ils ont additionné les 3 vues et on arrivait, il y en avait une quarantaine de sketchs, le plus vu était à 10 000, la moyenne était à 3 000 et les moins vus étaient à 1000 à peu près, au bout de... C'était 2 semaines après les mesures. 2 semaines après la mise en ligne, au minimum. Et aujourd'hui, eh bien, on est en général à une moyenne de 40 000 vues au total entre YouTube, Dailymotion et RTS, et c'est RTS qui a le plus de vues. Et donc on bénéficie énormément de la fusion, puisque entre le site, là, oui, on en bénéficie vraiment, parce qu'avant, elles n'étaient pas aussi bien mises en valeur. Les sites tsr.ch sont bien plus visités, c'est le plus visité des sites médias en Suisse romande, donc on bénéficie des auditeurs, enfin des internautes qui étaient habitués à le visiter. Donc voilà, on a la vidéo récurrente la plus vue avec au bout d'une semaine en gros 15 000 vues par sketch, plus sur Dailymotion entre 6 et 50 000, et puis sur YouTube entre 1000 et 60, je crois. Enfin, donc voilà, ça varie beaucoup. On remarque en effet le type de certains sujets sont plus sexy que d'autres. L'armée, typiquement, ça marche toujours assez bien. Je pense que c'est juste toute la population des places d'armes qui s'emmerde tellement. Quand on parle d'eux, ils sont cool, ils vont regarder. Novartis, ça a bien marché, il y a des... Ça a cartonné. Aujourd'hui, je suis allé voir juste avant, donc c'est l'interview d'un groupe de métal valaisan qui s'appelle Black Lion Genocide, qui sort un album qui s'appelle Destroying Vertigo. Qui est sorti, hein. Qui est sorti, oui, dans lequel, sur cet album, il y a un titre, le titre c'est Puking in the Vineyard, dégueuler dans les vignes. On a tourné le clip mercredi passé, et donc là, ça c'est une pré-production, on l'a enregistré mercredi, puisque Vincent pose des questions à lui-même. On est les 5 sur le plateau à répondre à l'intervieweur, et donc il est là des deux côtés. Puis je suis allé voir avant, on est à 15 000 vues depuis 15 000 vues depuis 10 heures. Mais c'est ça qui est aussi... Je crois que c'est le record quand même. Ouais, Sébastien Jacquet a fait pas mal aussi. Mais ce qui est intéressant aussi en parlant de cet exemple-là, aussi à côté d'un sujet d'actualité comme Novartis qui est traité dans un 120 secondes, c'est que justement on utilise ce média pour essayer des choses, rigoler, et puis faire parfois des effets spéciaux, parfois créer même une entité fictive. Et également, on parlait, Yann Long m'a demandé de parler de l'aspect communautaire. C'est vrai que c'est intéressant parce que on se permet assez rapidement, sans se prendre la tête, qui appelait le service de conception graphique de la RTS, de faire ce genre de faux flyers qu'on va d'ailleurs imprimer sur papier bientôt. Vous pourrez les distribuer autour de vous si jamais. Les distribuer IRL. Je viens de comprendre. IRL, c'est in real life. On m'a dit ça une fois. C'est juste, hein. Bravo. Ah ouais, wow. Il y a du progrès. Donc voilà, c'est vrai que ce genre de petites choses viennent agrémenter le produit
Les gens, ensuite de ça, on est en contact assez permanent avec les gens sur Facebook, même si on fait un peu genre non, il va pas trop, en fait, c'est vrai qu'on y est tout le temps. Et si vous mettez un commentaire sur une vidéo, vous pouvez être à peu près sûr qu'on va le lire dans le quart d'heure qui va suivre, puisqu'on est... Moi je réagis jamais parce que c'est un principe que je suis passif, Ouais. je regarde tout le temps. Ouais, c'est l'œil de Moscou, Vincent, hein. Il aura lu ce que vous avez lu, mais jamais de la vie il va répondre il va mettre un commentaire. Mais ce qui est marrant, juste pour revenir sur le fond de la chronique, c'est qu'en effet, il y a un côté où, enfin moi en tout cas, je m'amuse à commenter l'actualité, à donner un point de vue, à proposer un axe, à faire du commentaire, ce qui me serait insupportable en tant que journaliste de pouvoir me priver de ça, car c'est souvent le cas. Autant on fait aussi du n'importe quoi, des gags vraiment gratuits, genre ça c'est vraiment... ce clip-là, c'est juste du délire. Et le toxicomane que je fais de temps en temps, aussi, il n'y a pas un vrai propos, disons. Pas une vraie vision. Ah bon, c'est quoi le test? C'est pas test, c'est RTS, j'ai mis. Ah ouais. Ça, je peux vous montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, mais alors, l'autre côté sympa, enfin, qui là peut-être vous intéresse plus, c'est que. On arrive, c'est celui de Black and Genocide. Ouais, on va mettre pour la fin. D'accord. Ce qui est. Oui, j'arrive, pardon. Voilà, oui, c'est pour ça le PC, je sais. Ah non, c'est ouais, donc tout ça, cette petite aventure qui marche bien et bien au-delà de nos attentes, on est super contents. C'est grâce vachement à Facebook et on arrive à faire ce que certains qualifient du terme de l'anglicisme buzz avec trois bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'on a 2 appareils de photo Canon qui ont été payés par la RTS, c'est 2000 francs. Le troisième, c'est celui de Vincent. Le Mac, c'est celui de Vincent. Les perruques, elles sont empruntées, les moustaches aussi. Tous mes habits, il y en a pour 100 balles. Et les lunettes de Gilles Surchac, qui est un personnage récurrent, je les ai achetées 1 franc à la rue du Salut. En fait, ce qui a coûté le plus cher dans la production, au-delà des appareils de photo, c'est les chemises blanches de Vincent, qui en a 3, à 80 francs chez Zara, 3 x 24, 240 balles. Il a bouffé les 2 tiers du budget. Voilà, ça coûte rien. On s'amuse, on se fait plaisir, on s'entend bien, on se rigole, on s'aime, on rigole, on s'aime et on s'aime. Et on s'amuse. Et surtout ça, c'est juste fun en fait. Cool. Le job, c'est notre job, c'est pas les cons, c'est cool. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Un peu le moteur. Qu'est-ce qu'on devait encore dire? On devait tenir jusqu'à quelle heure? C'est 36 là. Bon, alors on... Communauté, on a mis communauté. Ouais, j'ai pas les aspects. Ah, c'est fait. Bah, je sais pas, ça vous a suffi, je sais pas. Je biffe juste quand Je pourrais biffe voir pendant que je vais lancer le lâcher. Hein, pour regarder, ça vous a... ok? On a tout fait. Ça vous dit ou pas? Mais faut se créer une autre la bête, ils montent d'autres trucs, machin. Comme ça, au moins, vous avez un exemple concret de voilà, du produit. L'invité de la rédaction. On va parler musique ce matin et je reçois quelqu'un qui est déjà venu nous voir à plusieurs reprises pour parler de toute autre chose, de politique valaisanne en l'occurrence, mais à qui j'avais promis d'accorder du temps pour évoquer l'autre corps qu'il a à son arc, ou plutôt à sa basse. Steve Bercla, bonjour. Salut. Black Lion Genocide. Le métal. Oui, du métal, pardon. Et on a le plaisir d'accueillir tous les membres de votre groupe ce matin dans notre studio. Vous me présentez? Oui, alors il y a Tereta à la batterie, Zermaton à la guitare, Jacques Metta au chœur et de Torrente au vocal. Bonjour à tous. Alors, vous avez sorti il y a peu un nouvel album intitulé Destroying Vertigo et qui, je crois, connaît un succès important. Succès fulgurant. C'est-à-dire qu'on en a vendu une chier, ce qui nous a permis de tous nous acheter une résidence secondaire dans le canton de Vaud. Non. Bon. Et alors, comment vous qualifiez le style de ce nouvel album? C'est du métal. Ça, on a compris, mais vos influences, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier? Nos influences, c'est l'Ofofora, Creator, Nushoa et puis le Tonal Mortum. Bien. Et le message que vous voulez faire passer, c'est tant qu'il en est un. Bien sûr qu'il y a un message, donc tu crois quoi, lui? Et alors? Le message, c'est que c'est du métal et qu'il faut acheter l'album. Un album dont je vous propose maintenant d'écouter un extrait, et c'est la piste 3. Ouais, c'est Puking in the Vineyard, c'est le hit de Black Lion Genocide, on a tourné le clip. Musique.
portraits, et qu'on pourra retrouver prochainement sur un DVD que la boutique RTS va mettre en vente, un DVD sur lequel on retrouvera aussi cet extrait du clip de Puking in the Vineyard. Il faudra encore juste qu'on négocie les droits. Steve Berkla, Tereta, Zermatten, Jacques Metta et De Torrenté, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut. Voilà, c'était super aujourd'hui. Anecdote par rapport au casting, c'est tous des potes qui sont tous venus gratos, hein, c'est toujours dans cet esprit à la punk et avec des bouts de ficelle. Et il nous fallait une fille. Et il fallait qu'on soit tous à torse nu. Puisque le personnage, on ne sait pas pourquoi, mais la première fois qu'il est venu, ce personnage de bassiste de métal, je l'ai fait à torse nu, donc c'était la règle, c'était son costume, il était nu. Donc on a réfléchi qui on pourrait avoir qui serait d'accord. On n'a pas osé demander à des gens qui après le tournage ont dit mais t'aurais dû me demander. J'étais d'accord de montrer mes nichons. Pour la prochaine fois si j'avais su. Et donc on a cherché, on en a trouvé une qui s'est évidemment portée pâle le jour du tournage. Et donc et là on a utilisé Facebook. On a utilisé Facebook. Et ça a marché, on a eu cette fille qui nous a... D'abord, il y en a eu encore quelques-unes qui nous ont dit « Ok, je viens », puis un peu plus tard « Ah, finalement, je suis un peu grippé. » Puis alors elle bosse à Genève, à l'AI, elle a... Ah. Ok, pardon. Je suis long, naïf. Bon, elle est partie de son travail. Elle a dit « Mon fils est malade, il dégueule partout, je vais tourner... » Dans les villes, il dégueule dans les villes. Donc voilà, c'est grâce à Facebook qu'on a trouvé cette 5e membre qui joue un rôle important sur l'affiche. Là, on voit... Et en plus, voilà, on voit pas ses niches comme ça. Ouais, mais on voit qu'elle est torse nu. Hein, on voit le galbe. Mais du coup, c'est vrai que c'est un style qui ont dit derrière, ah, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Vous saurez pour la prochaine fois, si on caste des gens comme ça à la punk, eh bien, il faut dire oui tout de suite. Donc voilà, ça c'est aussi un bon exemple pour dire qu'on n'est pas tout le temps dans une profondeur intellectuelle, en lien avec l'actualité. Voilà. Ouais, il y a quand même un petit clin d'œil, vous avez remarqué à la thématique Franz Weber. Ouais, vraiment très très fine, très ténue. Voilà, je sais pas ce qu'on peut vous dire de plus, si ce n'est rendez-vous demain à 7h50. Mais... je crois que le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup. Ça va être très dur pour moi de reprendre la parole après vous. Ça va avoir un air très ridicule. Par contre, il y a un truc qui me rassure, c'est que même si vous dites que vous n'en avez rien à branler de Twitter, le truc qui me rassure, c'est que je vous ai observé pendant que vous présentiez. Regardez les tweets. Bah si, ça va pas. Alors celui qui présente est comme ça de face, il regarde le public. Celui qui ne parle pas est comme ça. Mais ça nous intrigue. Ah ouais, c'est comme au zoo. L'hippocampe. C'est une grande leçon de content stratégie RT à David Labou. Je comprends rien. C'est quoi C'est pour ça qu'il faut devenir membre de l'association, comme ça vous venez plus souvent aux rencontres, et puis vous allez apprendre très vite. Je suis ISCM de Diez de Fofora sur Facebook. Ok, bon. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On est bien dans les temps, donc on peut prendre quelques questions. Je suis sûr qu'il y en a tout plein dans la salle. En ce moment, maintenant, un peu de latin, tous les gens se disent « Ah, est-ce que je le vais maintenant ?» Faut y aller, il n'y a pas de souci. Ouais, on peut tous aller voir. Est-ce que des fois il y a une tentation de désubsidier tout ça pour aller attaquer le marché français, avoir du succès, un peu à la bref, etc. Pas vraiment, non. On se disait une fois que ce qui nous caractérise aussi, c'est d'être modeste sans modestie. Donc, dans le sens où on aimerait que ce qu'on fait soit bien fait, mais en ne pétant pas plus haut que notre cul. Et en fait, voilà, la France, on n'y a pas pensé. Ça ne fait pas du tout partie de la stratégie. Et puis l'outil qu'on utilise, c'est entre autres ma capacité à faire des accents suisses. Et ça, les Français, je pense que c'est très exotique. Peut-être que ça marcherait. Les têtes à claques ont bien marché, mais enfin, on n'a pas du tout, vraiment, on ne réfléchit pas du tout en termes de com, de stratégie. On balance les trucs, ça marche pas. Sauf que ça marche, tant mieux. Mais on n'a pas, à part faire des petits trucs comme ça, des teasings et machin, on n'est pas du tout dans un business, on n'a pas de business plan. On fait des coups. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur où est-ce que vous avez trouvé l'idée pour Shafter Peel?
J'afterbeef, comme la plupart des noms, Black Lion Genocide, Destroying Vertigo, c'est des choses qui sortent de ce cerveau. Je me pose pas trop la question, je me demande pas pourquoi, d'où viennent ses origines, je laisse sortir ce genre de choses, ce qu'on appelle la machine à conneries en impro. Parfois, certaines matinées, Vincent a ce genre de choses. Chez Afterbeef, je sais pas, Vincent, tu sais pas non plus. Voilà. Je sais pas. En fait, juste rien pour dire, c'est je suis dans un box avec un Mac, bon, je le dis, on écrit le sketch, et puis ça fait cool. Et ça, c'est un bon signe. Mais voilà, d'où ça vient. Oui. Bonsoir. Vous décrivez une stratégie de franc-tireur par rapport à la RTS, en tout cas au départ. Est-ce qu'il y a un moment où le succès de votre chronique, notamment sur le web, a un peu surpris votre structure? Je crois que oui. Vous pouvez élaborer? Au début, elle n'était pas du tout mise en valeur, simplement. Et là, elle est bien mise en valeur et ça marche. Enfin, du coup, il récupère beaucoup. Enfin, on a appris qu'il y avait, je pense que tu es plus au courant que nous, mais il paraît qu'il y a une augmentation du trafic des vidéos depuis que la chronique est en ligne. Donc ça, c'est aussi positif pour eux. Maintenant, au début, en effet, on était en frontière. Puis voilà, on cultive un peu ce côté aussi de... Ça nous permet aussi de pouvoir nous moquer de l'employeur et on n'est pas du tout découragé à le faire. On a vraiment une liberté qui est super agréable, super importante. Donc on peut taper, il y a notamment deux sketchs qu'on a fait, un sur les nouveaux logos de la RTS, la nouvelle appellation, où vraiment on y allait, enfin, on montrait par exemple à l'image le logo de la RTS et de Word côte à côte pour dire ah non, non, mais c'est pas hasard, alors... Et puis, enfin bref, on démontait un peu ce truc. Et il y a des gens à l'interne qui nous ont dit vous êtes tarés, vous allez vous faire foutre dehors. Puis en fait, pas du tout. Ça rend le truc crédible de pouvoir se moquer de l'employeur. Et l'employeur nous le rend bien puisqu'il nous met en avant. Donc, c'est cool. C'est vrai qu'au départ, on a été... on est venu vers notre direction avec cette idée-là. Et ils nous ont un petit peu dit ok, mais démerdez-vous un peu dans votre coin, parce qu'eux ils avaient tout un processus de vidéo on demand qui était lancé déjà depuis longtemps, donc ils nous ont dit démerdez-vous, ok, faites vos petits trucs et puis on verra bien. Donc c'est vrai que dès le départ on a eu cette liberté totale. Alors, maintenant c'est vrai que c'est rigolo de voir comment ça a évolué. Monsieur avec la caméra. Oui, je suis en face, je suis dans l'image, un peu comme vous. Elle trempe pas trop l'image? Non, ça c'est Alzheimer. Ah, ok. Il est dans l'axe. Ouais, c'est bon, on va intégrer, on est bon. Bon, à la question maintenant. Ok. Et envisageons la réponse. Vous êtes présent sur Dailymotion et sur YouTube, donc vous générez du trafic et donc du revenu publicitaire, et en tant que justement service public, comment est-ce que vous intégrez ça? Alors pour l'instant on n'intègre pas, puisqu'on ne s'était pas posé la question. C'est vrai, mais clairement, parce que... Ah Yann, oui, peut-être le laisser parler parce que j'ai aussi peur de dire une connerie là. Ce qu'on peut ou ne peut pas dire. Je crois que c'est trop tard, j'ai dit tellement... Non, alors, tant sur Dailymotion que sur Facebook, que sur YouTube, on est en discussion, je dirais, en tant que la plupart des médias services publics le sont. Le pré-roll est désactivé, donc il n'y a pas de pub. Et puis, sur Dailymotion, on est official content, donc aussi, il n'y a pas de banner non plus. Et sur YouTube, on a aussi un statut, on est censé racheter la pub, mais les diffuseurs de services publics européens n'ont pas besoin de le faire. Donc, en l'occurrence, on reste comme, on est en règle avec l'OFCOM. Et sur quelle règle de partage? Vous êtes en Creative Commons? Vous êtes en... Non, on est en copyright. On est en copyright. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Question toute bête. La RTS a pour mission de créer du contenu multimédia, donc les collègues de la radio sont censés aussi faire de la télé, de la vidéo. Vous êtes des électrons libres, hein, c'est peut-être pas quelque chose de très clair. Il n'y a pas toute l'équipe qui est directement impliquée dans la radio. Vous n'êtes pas directement employé, je crois.
Si Vincent est employé, moi je suis un indépendant. Est-ce que ça coince pas justement par rapport aux autres collègues qui doivent faire de la radio filmée ou des choses comme ça? Est-ce qu'ils vous voient pas bizarrement de se dire tiens, eux ils y arrivent et puis nous on est obligés de le faire? Pour une raison toute simple, c'est que cette chronique elle marche que avec nous deux, on n'est pas remplaçable ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai, c'est pas pour frimer, c'est juste la vérité, c'est que sans Vincent, moi je connais pas de personne qui arrive à animer une émission de radio, faire du montage sur un Mac avec un programme Adobe et à supporter mon ego démesuré. Et lui, je pense pas que tu connais quelqu'un qui est politologue, comédien et qui arrive à gérer son ego démesuré. Je pensais aux autres émissions. Oui, mais ça veut dire que ça fonctionne que par cette rencontre. Alchimie, parce qu'en fait, Alchimie, c'est un hasard. Parce qu'en fait, il n'y a pas sur Couleur 3 d'autres vidéos, d'autres créations vidéo. Je pense pas que c'est une question d'envie, c'est une question peut-être de les moyens techniques déjà. Mais c'est aussi une question d'envie, la nôtre. Donc, oui, mais j'en parle une demande, on a fait la proposition. On est venu, on veut faire ça, c'est possible. Mais c'est pas du tout une obligation, il n'y a pas un mandat global en disant voilà, à Couleur 3, vous devez faire des images maintenant. On se rend bien compte que ce genre de processus nouveau aussi, et puis un peu bizarre aussi pour de la radio, parce que quand je suis arrivé avec mes idées de faire de l'image, forcément j'avais les vieux dinosaures qui étaient là, mais on fait de la radio, on fait pas de l'image, il faut garder cette magie du visage invisible de l'animateur, et donc c'est déjà quelque chose de bizarre. Et ensuite de ça, il faut les forces techniques, il faut l'idée, le format qui puisse le faire. Et c'est pas le cas, mais ça pourrait venir. Il suffit d'être un peu inspiré. Ouais, et puis de ne pas avoir une structure trop lourde. Et dès qu'on veut dépersonnaliser les projets, eh ben, on doit prévoir l'imprévisible. Et donc c'est lourd. Et donc nous on est hyper léger, mais c'est vrai que voilà, le défaut c'est que si on a un qui est malade, il n'y a pas, mais sauf qu'on n'est pas malade. Oui, alors moi j'ai une question qu'il fallait absolument... Allumez votre micro, mademoiselle. Pardon. Il n'y a plus de piles. Il faut gueuler. C'est pour les autres qui sont au fond. Il y a une question qu'il fallait absolument se Voilà. Et pourtant, je suis pas blonde. Hein. Mais il y a une question qu'il fallait absolument que je pose à Vincent Veillon depuis que j'ai vu votre vidéo ce matin. Est-ce que c'est réellement toi qui chantes sur ce magnifique titre de métal? Oh non. Alors j'ai essayé. Ah, déçu. J'ai fait ça, pourtant je peux. Je vais le voir déjà. Ça s'appelle. Non, ça porte un nom, cette façon de chanter. Je sais pas, du screaming in the. Ouais, mais ça a un nom, genre. Screaming. Non, alors c'est pas moi. Enfin, j'ai fait un essai. Et j'ai dit, bon, ça va, c'était pas trop nul. Non, ça allait bien. Voilà. Et puis après, j'ai regardé en face de côté de la vitre et j'ai vu que Duja était en train de faire son émission. J'ai dit, tu peux pas venir faire un test juste pour voir? Il a dit, oh non, tu fais chier, putain, je suis en pleine émission. Puis il est venu, il a fait une prise. Là, ok, on va regarder celle-là. Oui, des années et des années de travail. Et de bière, et d'alcool. Voilà. On connaît Duja. Je suis désolé de vous décevoir. Ouais, c'est pas grave. Bonsoir, c'est pas une question, c'est juste un merci, parce que je trouve que le travail que vous faites, c'est extraordinaire dans le sens que vous avez le courage de ne pas faire ce que font les autres, et je crois que c'est une bonne leçon pour tous ceux qui sont dans la salle, c'est qu'au final, d'avoir une certaine liberté dans l'esprit et de se permettre de faire ce que ne fait pas son voisin, et ben ça marche. Et qu'il faut savoir garder, je pense, une petite partie de folie dans la tête, et surtout pas faire du copier-coller. Voilà. Vous avez mis le doigt sur notre moteur, en effet. Ouais, mais merci d'avoir montré. Est-ce que vous allez en tenter une ou deux en direct? On le fait 3 fois par semaine. En live, En live, sans montage, sans rien derrière, diffusé en live. La vidéo? Ouais. Alors il faut nous trouver un cas régie qui vient faire le montage en live. Non, mais est-ce que justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu de faire 1 ou 2 événementiels où vous seriez totalement en live? Il faut venir voir Abracadabrac. C'est fait. Ah d'accord. La troupe d'improvisation, on fait de temps en temps au bourg, à Lausanne, une fois par mois en live, des improvisations. Ah, sur scène, vous disiez? Non, vous parlez. Vous dites de le faire en direct à la radio, mais en direct. Mais direct filmé, mais filmé diffusé où alors du coup? Sur Twitter, en streaming.
Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Celui de tout, je veux dire, ça n'a pas une grande, il n'y a pas une grande différence parce que le lundi, le mardi et le mercredi, on le fait en live. Et moi, je fais par la suite le travail que le réalisateur ferait en direct, en choisissant les plans, en rythmant le sketch, merci. Donc, service. De rien. Non, ça fait plaisir. Ouais. Ça fini. Perdons pas de temps avec ces politesses. Donc voilà, il n'y a pas une grande différence avec une relation en live. Parce que vous pensez à quoi? Au fait que ce soit... Non, mais là, vous les diffusez à 11h, d'après ce que vous avez dit. Ouais. Si vous les diffusiez à 8h moins 10 le matin, ce serait intéressant de voir quelle dose supplémentaire ça apporte. Mais pas beaucoup, je pense que les gens sont dans la bagnole, il y aurait plus d'accidents peut-être. Il y a ça. Oui, nous les premiers. Au saut du lit. Mais par contre, en revanche, En revanche, l'aspect du direct à 8h, qui est intéressant, c'est que les gens l'entendent d'abord, et ça c'est aussi, pas oublier non plus le produit radio, qui est quand même la base. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il joue un peu le rôle de produit d'appel. Donc les gens l'entendent, l'imaginent aussi, quand ils entendent un personnage qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent se dire mais à quoi il ressemble. Et ensuite, ça, dans un deuxième temps, quand ils arrivent au travail, la première chose qu'ils font avant d'ouvrir leur agenda, c'est peut-être d'aller la voir. Et du coup, voilà, on a cette consommation en 2 temps. Et ça, c'est aussi intéressant. Mais je pense pas que si on le faisait en direct à 8h, ça changerait grand-chose. Je pense pas. Je finirais, enfin, je sais pas s'il y a encore des questions, mais ça me fait penser à une anecdote. On avait dit qu'on évoquerait le public cible, donc qui est aussi une question qu'on ne se pose pas. On ne se demande pas à qui on parle, on fait ce qui nous fait rire, le critère étant c'est drôle, cool. Alors on le fait. Mais pour vous donner 2 extrêmes, on a reçu un mail il y a 2 semaines, une vidéo faite avec un iPhone. Il y a un personnage récurrent qui s'appelle Gilles Surchat, qui est un jurassien qui a des grosses lunettes qui coûtent 1 franc à l'armée du salut. Et en l'occurrence, une petite fille de 3 ans et demi. Alors ce personnage a un ami qui s'appelle Kumara Kulendran Sivanayagam. C'est un Sri Lankais, c'est son seul ami. Et cette petite fille de 3 ans et demi regarde la caméra et dit: j'aimerais que Kumara Kulendran Sivanayagam revienne, madame. Et on a reçu cette vidéo, donc 3 ans et demi. Bon, je sais par ailleurs qu'il y a la nièce de la secrétaire de Claude 3 qui a 10 ans ou 11 ans, qui sait par cœur les sketchs entiers, mais les questions et les réponses. Alors ça sert à rien, mais bon. Et à l'autre extrême, j'ai reçu un mail la semaine passée d'un monsieur Mathias Müller qui me dit: cher monsieur Cruchol, on aime bien ce que vous faites sur la TSR, ça fait rire tout le monde, notamment aussi à l'armée. Est-ce que vous seriez d'accord de venir le 27 novembre 2012 au rapport annuel du Haut Commandement des Forces Terrestres à Soule? Et moi j'ai dit volontiers, on peut filmer. Et donc on va aller à Soule faire rire des commandants de corps, Oli Manvert et des lieutenants-colonels. Alors, ça va de faire rire et faire mettre au garde à vous la seconde. Oui, c'est ça le but. On va de lieutenant-colonel à commandant de corps. Donc, Est-ce qu'on peut venir? Je suis sûr que tout le monde veut venir. Mais alors l'idée c'est qu'on on aimerait filmer ça pour récupérer, pour en faire quelque chose. Le but étant que je me mette en uniforme et que je les engueule. C'est cool. Alors là, est-ce que tu auras le courage de dire j'en ai rien à branler? Évidemment. Ça m'intéresse pas, das ist mir scheißegal. Juice, ouais, das ist mir scheißegal. Oh, je répéterai un truc en suisse allemand. Je choque un petit coup. Secouer le bourgeois un petit peu.